Et coucou tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est la vidéo de la neurorééducation. Je crois que je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, mais celle-là va être un peu galère, dans le sens où il va falloir en fait apprendre plein de mesures et d'échelles de scores par cœur. Mais ne vous en faites pas, je vais vous mettre plein de petites fiches récap, je vais essayer d'en faire une, mais aussi des jeux pour qu'en fait ce soit plus cool et ludique à apprendre. Donc c'est parti. Hop, le sommaire. On va parler donc de tout ce qui est généralité en neurorééducation, on va parler des AVC, des mesures, des échelles, tout ce qui est niveau articulation, donc avec les actions de vie quotidienne et l'autonomie, ainsi que la sensibilité. Donc c'est parti pour les généralités en neurorééducation. Donc là, ça va être des petites définitions donc à apprendre par cœur. Donc, mais vous allez voir, elles sont pas si compliquées que ça, il faut surtout les comprendre. Donc la commande motrice volontaire, ça en fait, ça va être la capacité à organiser un mouvement conscientisé, c'est-à-dire en fait, ça va être la volonté vraiment d'initier un mouvement. Si je vous donne un petit exemple, par exemple, si je veux plier mon bras, là c'est conscientisé, vraiment c'est moi qui le veux, je veux plier mon bras, donc je vais le plier. Ça c'est conscientisé, c'est un mouvement volontaire. Maintenant, on va parler donc de la motricité. La motricité, c'est la capacité à mouvoir ses membres. Et là, il n'y a pas de précision si c'est donc un mouvement volontaire ou un mouvement involontaire. Maintenant, donc, on va parler de la sélectivité. La sélectivité, en fait, ça va être l'utilisation de tout ce qui est voie pyramidale. Les voies pyramidales et les voies léminiscales, ça, je les avais parlé donc dans la vidéo précédente. Pyramidale, on se rappelle, c'était la pyramide. Donc on était comme en haut de la pyramide et on descendait. Donc ça, c'était les voies en fait qui descendent, alors que les voies léminiscales, elles, c'était les voies qui montent. Donc voilà, ça va être l'utilisation de ces voies pyramidales qui peuvent en fait être lésées pendant un AVC. Et donc ça va atteindre donc, tout ce qui est mouvement volontaire, vu que c'est les voies qui descendent. Maintenant, donc, on va parler de tout ce qui est commande motrice automatique. Donc ça va être la capacité en fait d'organiser un mouvement conscientisé, c'est-à-dire en fait produire un mouvement, non, que je raconte, un mouvement non conscientisé et du coup ça va être un mouvement involontaire, un peu comme un réflexe. C'est là en fait il faut pas confondre avec la commande motrice volontaire. Commande motrice volontaire, du coup c'est conscientisé parce que c'est notre cerveau qui veut initier un mouvement, alors que la commande motrice automatique c'est non conscientisé, c'est comme un réflexe. Le cerveau n'intervient pas réellement à l'intérieur. Et enfin, donc tout ce qui est sensibilité, ça va être la capacité à sentir grâce en fait à des récepteurs qui vont être disposés bien sur l'ensemble du corps. Par exemple, on peut avoir des thermorécepteurs, c'est les récepteurs qui vont être sensibles par exemple à tout ce qui est chaleur. Ces récepteurs, donc, ils vont être reliés par des voies du coup ascendantes, parce que par exemple, si je touche une plaque chaude, ces petits récepteurs, ils vont se mettre en marche, ils vont donc monter, hop, par les voies donc ascendantes qui sont les voies léminiscales et extraléminiscales, j'espère que vous les aviez, et enfin par les voies donc une fois qu'elles sont montées par les voies descendantes, qui elles seront les voies pyramidales et extra-pyramidales, qui vont là permettre donc de faire le mouvement. Donc ces voies permettent une boucle longue et donc d'adapter la motricité. Et enfin, il nous en manquait un. Non, je crois que je l'ai déjà dit, la sélectivité. Là, je crois que je vous ai pas donné de petits mémos, mais pour tout ce qui est sélectivité, en fait, par exemple, si je veux plier ma main juste pour prendre un objet, imaginons que ça c'est un objet, hop, je le prends. Là, en fait, moi, ça va être juste mes muscles en fait de mes doigts qui vont s'activer. Mais par exemple, si j'ai une personne qui aura un AVC, ça va être compliqué parce que en fait, elle va pas pouvoir différencier les différents mouvements et être justement sélective sur le mouvement seulement des doigts. Et du coup, par exemple, quand elle prendra un objet, il va avoir tout son bras, son avant-bras, son coude, etc., qui va se plier. Et donc, en fait, c'est vraiment ça, la sélectivité. Et maintenant, donc, on va passer à la deuxième partie. Donc, les AVC. Donc les AVC, c'est les accidents vasculaires cérébraux. Donc un AVC, donc ça va être la première cause de handicap acquis chez l'adulte. Ça, il faut bien retenir. Elle a aussi une incidence qui est très très importante, avec d'énormes conséquences aussi. Une personne atteinte d'AVC donc, pourrait être sujette par exemple à des hémiplégies, des troubles de la parole, des troubles sensitifs, etc. Afin de diagnostiquer aussi un AVC, on va donc faire un diagnostic au niveau des IRM et pas par exemple d'une radio ou quoi, ce sera vraiment les IRM. Donc ça, il faut vraiment le retenir.
C'est imagerie résonance magnétique, si je vais de bêtises, un truc dans ce style-là. Les AVC, c'est aussi donc la troisième cause de décès. Donc c'est la première cause de handicap acquis chez l'adulte, mais la troisième cause d'AVC. Et l'AVC donc peut surgir à cause de différentes causes, comme par exemple tout ce qui est HTA d'ailleurs recotite. Bref, le diabète, l'artérosclérose. Donc ça va être un dépôt en fait de plaques de graisse dans les artères qui vont venir en fait les boucher. Voilà. Là, petit point entre parenthèses pour vous expliquer pourquoi en fait le diabète ça peut causer des AVC. C'est pas écrit dans le cours, mais c'est juste qu'en fait, quand vous avez du diabète, du coup vous avez trop de sucre et en fait ce sucre il va avoir tendance en fait à se transformer en graisse et c'est là qu'il va se mettre au niveau des artères et en fait les boucher, ce qui peut causer du coup un AVC. Voilà, ça c'était le petit guillemet. Maintenant, donc, on va parler des deux types d'AVC qui existent. Donc, il y a les AVC ischémiques et les AVC hémorragiques. Je pense que vous en avez déjà entendu parler de nous. Du coup, ischémique, ça va représenter donc, tout ce qui est 80% donc, des AVC, alors que les hémorragiques, eux, ils représenteront donc 20%. Là, je vous ai mis deux petites images pour visualiser. Donc, en fait, les AVC ischémiques, en fait, on peut voir que les artères cérébrales, elles seront pincées, alors que hémorragique, en fait, ça va être des artères cérébrales qui vont laisser échapper justement du sang. Maintenant, donc en fait, en fonction de la localisation d'un AVC dans notre cerveau, il va avoir en fait différentes conséquences qui vont avoir lieu. Là, ce tableau, il faut vraiment l'apprendre par cœur. Je sais pas trop si c'est quelque chose que je vous le lise tout entier, parce que ça va être un peu long et barbant. Juste, je pense, apprenez-le. Et essayez de comprendre aussi en revoyant en fait même sur Visible Body ou des schémas d'anat pour savoir en fait où se trouvent les artères pour retenir si c'est de la circulation antérieure ou postérieure. Faut pas les confondre. Donc là, circulation antérieure, on aura tout ce qui est artère ophtalmique, on a l'artère cérébrale antérieure, bon, comme son nom l'indique, on a aussi l'artère cérébrale moyenne superficielle et l'artère cérébrale moyenne profonde. Donc tout ce qui est moyen antérieur ophtalmique, c'est vraiment la circulation antérieure. Et pour la circulation postérieure, on aura bon, l'artère cérébrale postérieure, comme son nom l'indique, et le territoire vertébro-basilaire. Lui, essayez vraiment de le visualiser. Et ensuite, donc par exemple, si on a un AVC au niveau de l'artère ophtalmique, la conséquence, ça va être une cécité mononucléaire. Voilà. Après artère cérébrale antérieure, on aura un déficit moteur à prédominance rurale. Bon bref, je vais pas tout vous lire, mais en tout cas, tout ce qui est un peu mots compliqués, en principe, je vous les ai mis en petite définition dans la fiche pour que ce soit plus simple pour vous. Vous n'avez pas besoin de faire des petites recherches à côté. Voilà tout. Et là aussi, je vous ai fait un petit jeu pour que ce soit plus fun à apprendre. Maintenant, donc, on va parler des traitements disponibles pour un AVC. Donc, en fait, en fonction du type d'AVC que c'est, donc si c'est un AVC ischémique, donc artère cérébrale pincée, ou qui laisse le sang. Voilà, la petite question. Donc, c'est artère cérébrale pincée. Ou que ce soit un AVC donc hémorragique, là, c'est l'artère qui laisse passer le sang. Ischémique, on retient 80%, hémorragique, 20%. Je vous fais des petits récaps. Bref, en fonction de ces types d'AVC, on va avoir donc des traitements qui vont être différents. Donc là, on peut voir par exemple que pour l'ischémique, on aura une thrombolyse, alors que pour l'hémorragique, on n'aura pas du tout de thrombolyse. Donc là, en fait, pour retenir les traitements, il faut vraiment faire le lien en fait avec la, je sais pas si on peut dire la physiologie un peu de l'AVC. Mais par exemple, hémorragique, là, c'est le sang qui va être libéré de l'artère. Donc pour traiter ça, il va falloir par exemple une chirurgie. Alors que pour tout ce qui est ischémique, vu que ça a des artères pincées, on va juste pouvoir en fait enlever un peu le sort de caillot. Donc voilà, donc là il va y avoir deux styles de traitement différents. Donc pour tout ce qui est ischémie, on va pouvoir avoir la thrombolyse. Donc là je vous ai mis un petit schéma pour essayer de comprendre ce que c'est. Ou la thrombectomie. Donc la thrombolyse, ça va être si les symptômes ils sont inférieurs à 4h30, alors que la thrombectomie, ça sera si c'est inférieur à 6h. Et ensuite, donc hémorragique, on va avoir la surveillance de la pression artérielle, de la tension artérielle et la chirurgie aussi, qui peut être parfois nécessaire. Là, je vous ai mis aussi une petite définition donc pour thrombolyse et thrombectomie. Ça, c'est des trucs vraiment qui sont en plus, c'est juste pour que vous compreniez. Thrombolyse, lyse, ça veut dire la destruction. Et donc là, le but, ça va être en fait de détruire le caillot grâce à une molécule, alors que thrombectomie, elle, ça va être en fait retirer le caillot, pas le caillou, qui bouche l'artère cérébrale. Donc là, on peut voir sur le petit schéma.
Donc maintenant, on va parler des mesures. Donc en fait, en neurorééducation, on va mesurer plusieurs choses. Donc par exemple, l'héminégligence. Là, je vous donne une petite def. En fait, chez une personne qui aura par exemple subi un AVC ou quelque chose d'autre, et qui sera héminégligence, en fait, elle va perdre conscience de la moitié de son corps qui sera du coup opposé à l'endroit de sa liaison. Par exemple, si elle a un problème au niveau droit, en fait, elle va perdre totalement conscience de son côté gauche. Ensuite, donc, on aura tout ce qui est, on va mesurer aussi tout ce qui est spasticité. Ça, en fait, ça va être des muscles qui seront trop contractés. Ensuite, donc, on va aussi mesurer tout ce qui est motricité, force musculaire, motricité élémentaire, tout ce qui est équilibre statique, dynamique, la performance de marche, que ce soit au niveau quantitatif ou qualitatif. Quantitatif, qualitatif, ça c'est des mots que vous devez peut-être déjà connaître et que vous allez aussi revoir en tout ce qui est biostat. Après, je vous donnerai une petite def un peu plus loin. Ensuite, là, on va mesurer donc tout ce qui est fonction du membre sup, donc MS, la sensibilité, les articulations, les actions de vie quotidienne, l'autonomie, l'handicap, etc. Alors là, ça va être la partie très très importante, donc ça va être la petite carte mentale qu'il va falloir apprendre réellement par cœur. Cette petite carte mentale, en fait, elle résume vraiment tout ce que je vais vous dire après. Donc en fait, essayez en fait à chaque fois de vous référer à cette carte mentale pour l'apprendre. Vous allez voir qu'en fait sur la carte mentale il y a des couleurs et sur la fiche j'essaie de respecter au mieux ces couleurs pour que ce soit plus visuel. J'essaierai aussi en principe peut-être de vous refaire une même carte mentale si elle marche et qu'elle est pas trop belle, je vous la posterai. Et j'essaierai en fait de rajouter juste les cotations à côté parce que il manque que ça en fait. Vous avez les noms, par exemple, échelle Catherine de Bergogo, et à côté, je vous mettrai, par exemple, la cotation qui est à côté. Donc, par exemple, le score en 30, etc. Donc, voilà. Donc, les échelles en neuroéducation. Donc, on va mesurer tout ce qui est négligence, spasticité, motricité, équilibre debout, fonction du membre sup, euh, et, euh, et aussi la performance de marche. Donc, c'est parti. Là, on passe donc dans le petit encadré orange. Les mi-négligences. Donc ça, la petite définition que je vous ai dit tout à l'heure, c'est quand on perd en fait conscience de la moitié d'un côté. Donc pour mesurer les mi-négligences, en neurorééducation, on va utiliser deux échelles différentes. Enfin, une échelle, l'échelle de Catherine de Bergogo et le test des barrages de cloche. Donc ça, c'est deux choses. Pour l'échelle de Catherine de Bergogo, elle est super précise, donc elle est beaucoup plus précise que le test des barrages de cloche. Elle est réalisée par tout le monde. Donc ça peut être par le patient lui-même, par un membre de sa famille, par le kiné, etc. Et elle a un score en 30, enfin sur 30. Et le test des barrages des cloches, lui, il est moins précis, mais il est beaucoup plus rapide, donc à effectuer. S'il est beaucoup plus rapide, généralement, du coup, ça veut dire qu'il est un peu moins précis. Donc on retient héminégligence, échelle Catherine de Berhugo, test des barrages des cloches. Le premier, beaucoup plus précis, réalisé par tout le monde, sur 30, et le deuxième, moins précis, plus rapide. Voilà, essayez de les répéter un peu dans votre tête à chaque fois pour que ça rentre. Maintenant, on va parler donc de la spasticité. Donc, la spasticité, là, je vous avais dit tout à l'heure, c'était une rigidité en fait excessive du muscle. Là, elle va être évaluée donc par trois choses, par l'échelle d'Ashworth, je ne saurais pas le dire le mot franchement, avec une cotation donc de 0 à 5, l'échelle de Ashworth modifiée, cotation de 0 à 4 plus 1. Elle, ça va être vraiment celle qui sera le plus utilisée. Et ensuite, donc, on a l'échelle de L des Tardieu avec trois indicateurs. Cette fois-ci, c'est pas des cotations, mais des indicateurs avec donc la vitesse, l'angle et l'intensité. Alors là, j'ai un petit mémo pour vous. Bon, il n'est pas terrible, mais je vais vous le dire quand même. Spasticité, ça me faisait penser au pastis, donc à l'alcool. Et après, en fait, Ashforge modifié, c'est des mots qu'on n'arrive même pas à dire. On dirait qu'on a un peu trop bu. Enfin bref. Et elle des Tardieu, Tardieu, je me disais tard, c'est le soir, on boit, etc. Enfin bref, voilà, c'est un peu nul, mais c'est comme ça. Ensuite, donc, on va parler aussi de la motricité. Là, on essaye de se rappeler de la petite définition que je vous avais dit avant. Voilà, donc qui était dans la première partie des définitions à apprendre. Essayez de la voir, je vous donne la réponse. Donc la motricité, c'est la capacité de mouvoir ses membres, donc de les bouger, mais on ne précise pas si c'est volontaire ou involontaire. Donc là, pour mesurer la motricité, on va avoir trois choses. Donc l'échelle HPD, avec une cotation donc en 0,5, l'index de Meurice avec un score sur 100 et l'échelle d'Orgogozo avec un score sur 100. L'échelle donc HPD, c'est la plus utilisée et elle permet vraiment de suivre, d'avoir un suivi en fait du patient. Allez, je propose qu'on se les répète. Donc, on avait au départ héminégligence,
Catherine de Bergebo et Thèse des barrages des cloches. On avait dit, donc on avait un score sur 30 pour la première et qui a été super précise, alors que la deuxième, Thèse du barrage des cloches, était moins précise. Ensuite, on a parlé de tout ce qui était spasticité. On avait dit Ashworth en 0,5, Ashworth modifié en 0,4 plus 1 et L des Tardieu, qui elle, cette fois-ci, avait 3 indicateurs. Et maintenant, on parle de tout ce qui est motricité avec l'échelle HPD, indice de Meurice et Orgogozo, qui les deux dernières sont sur 100. Voilà, ça c'est le petit récap. Refaites-le dans la tête. Allez, et c'est parti pour tout ce qui est testing musculaire. Donc pour tout ce qui est mesure de la force musculaire, on peut donc la mesurer grâce à l'échelle HPD, mais généralement on fait plus en fait des testings musculaires. Donc ça, nous on les fait donc à l'école en kiné. Donc en fait il y a 5 cotations à apprendre. Donc 0 ça va être l'absence d'une contraction, 0,1 une contraction perceptible mais sans déplacement de segment, 2, c'est une contraction entraînant un déplacement, quel que soit l'ordre parcouru. Le 3, c'est le déplacement peut s'effectuer sous une légère résistance. 4, c'est contre une résistance plus importante. Et 5, le mouvement est identique au côté 100. Bon, alors là, je vais vous donner des petits exemples. Bon, donc je vais vous donner un petit exemple. Bon, après là, j'en ai pas de patient, entre guillemets, donc ça va être vraiment avec mes doigts. Imaginons, donc ça, c'est les deux jambes. Ça, c'est vraiment des petits exemples en plus, juste pour comprendre. Imaginons, on veut voir tester en fait le muscle qu'il y a sur le côté de la cuisse. Et bien en premier, donc on va juste mettre nos doigts ici, essayer de demander au patient de faire ce mouvement-là parce qu'en fait il est censé contracter ce muscle. Là on voit qu'en fait même quand on touche, il n'y a pas de contraction. Donc là vraiment on sera à 0. Si en fait on perçoit avec nos doigts que le muscle il se contracte, mais comme il n'est pas assez fort, en fait le patient n'arrivera pas à faire un mouvement. Mais du coup, on le met quand même en cotation 1 parce que c'est pas pareil qu'un patient, par exemple, qui ne contracte pas son muscle ou un patient qui le contracte même s'il n'y a pas le mouvement. Il y a quand même une évolution. Donc, on le mettra en 1. Si après, le patient, il arrive à contracter et qu'il fait, on voit en fait qu'il y a le mouvement, c'est-à-dire qu'il arrive même qu'il a une contraction qui est assez forte pour créer un déplacement et un déplacement du membre, là, on va le mettre en cotation 2. Le 3, on pourra donc effectuer une légère résistance. Le 4, une résistance encore plus importante. Et le 5, en fait, on verra qu'il aura la même résistance du côté sain que du côté pathologique. Alors le 3, ils disent que ça peut s'effectuer sous une légère résistance. Pour moi, c'était plus contre la pesanteur, mais oui, c'est une légère résistance. Bref, retenez vraiment ce qu'il y a écrit en fait sur le tableau. Au moins, on est sûr. Maintenant, donc, on va évaluer la motricité élémentaire. Donc là, pour tout ce qui est motricité élémentaire, on pourra mesurer grâce à l'index de motricité de De Meurice ou d'Orgogozo. Comme tout à l'heure, en fait, les échelles que je vous ai présentées, donc HPD, De Meurice et Orgogozo, c'était pour tout ce qui était motricité, force musculaire et motricité élémentaire. Mais pour la force musculaire, en fait, on a dit qu'on utilisait généralement plus le testing. Maintenant, donc on va continuer et on va parler de tout ce qui est équilibre debout. Donc là, on va avoir 4 choses. Donc on a l'échelle d'équilibre de Berg avec un score sur 56 qui va aussi mesurer tout ce qui est transfert et fonctionnalité. On aura donc tout ce qui est indice d'équilibre postural debout, donc EPD avec une cotation en 0,5. On aura PASS avec un score sur 36 avec tout ce qui est donc maintien de la posture, changement de position. Et enfin, l'épreuve de Tinetti pour tout ce qui est gériatrie et qui sera par contre moins adapté pour les AVC. Ok, donc là pour retenir, j'ai des petits mémos. Berg, ça me fait penser à Valberg, la petite station de ski. Et du coup, je me dis que quand on est là-bas, tu fais des randonnées, de ski, etc. T'es tout le temps debout, donc équilibre debout. Voilà. EPD, bon, bah, c'est dans le mot indice d'équilibre postural debout. Donc là, on peut le retenir. Passe, il y a beaucoup de S comme 6, 36, donc le score en 36, ça peut vous aider. Et épreuve de Tinetti, je sais pas pourquoi ça me fait penser à Titi dans Titi et Grominet, et en fait il y a toujours la mamie avec. Et du coup, gériatrie, voilà. C'est vraiment des mots nuls, mais bon, si vous en avez pas d'autres, vous pouvez les utiliser. Ensuite, donc on va parler de l'équilibre dynamique. Donc là, il y aura donc TCT, qui va permettre en fait de voir donc par exemple de passer du décubitus donc dorsal, c'est-à-dire allongé sur le dos, à décubitus latéral. Donc ça sera sur le côté, à aussi assis. Donc ça en fait TCT on l'utilise donc dans les premiers moments de la prise en charge. On aura aussi donc l'indice d'équilibre postural assis, donc EPA, donc là c'est dans le mot pour le comprendre.
Donc ça amusera tout ce qui est donc position assise. On a aussi passe, donc là encore S6, 36, corps sur 36. Maintien de la posture, changement de position, et elle est beaucoup plus large que masse. Masse, ça va être une échelle qui sera la plus utilisée, mais comme on l'utilise pour tellement de choses qu'au fait, au final, elle devient beaucoup moins précise parce qu'elle n'est pas spécifique. Et ensuite, donc, on aura aussi l'échelle d'équilibre de Berg avec une cotation de 1 à 4, puis un score aussi sur 56. Et elle évalue donc tout ce qui est transférabilité. Donc en fait, ici, le but d'avoir des échelles, c'est en fait qu'on puisse se comprendre entre tous les membres en fait du staff médical. C'est-à-dire que par exemple, si le kiné il dit que ce patient-là, il est en cotation 4 sur en testing musculaire de ce muscle précis, ça veut dire qu'en fait, les autres membres médicaux, ça peut être par exemple, j'en sais rien, le médecin ou quoi, il comprendra exactement en fait comment est le patient. Et on va pouvoir donc suivre aussi son évolution, ses capacités et tout ce qui sera donc récupération. Donc c'est vraiment pour avoir un langage commun. Et maintenant, donc, on va parler de la performance de marche. Donc là, on va avoir donc des améliorations qui seront quantitatives, avec un T, et des améliorations qualitatives. Quantitative, c'est tout ce qui va être mesuré. On va pouvoir un peu donner des chiffres. Par exemple, tout ce qui est périmètre de marche, la vitesse, l'endurance, le nombre de pas. Alors que l'amélioration qualitative, ça sera tout ce qui est aide, appareillage, identification des défauts ressentis du patient, etc. Donc, je vais vous montrer des petits exemples. Donc, par exemple, pour tout ce qui est amélioration quantitative, par exemple, si on a un patient qui va marcher 5 mètres, c'est pas la même chose qu'un patient qui va marcher pour 10 mètres. Donc, ce sera plus périmètre de marche. Si maintenant le patient, n'importe quoi, il marche à un mètre, j'en sais rien, moi, à 5 km/h, c'est pas la même chose que s'il marche à 92 km/h. C'est pas la même chose non plus. L'endurance, combien de temps il va pour tenir, par exemple, s'il marche pendant 10 minutes ou qu'il marche pendant 1 minute et qu'il est mort. Le nombre de pas aussi. Par exemple, sur un certain périmètre web, combien il va faire de pas. Et donc, il y a amélioration qualitative, donc comme je disais, c'était les aides. Est-ce qu'il a eu besoin d'une aide donc, qui était matérielle, qui était humaine? Est-ce que par exemple on a dû le tenir en marchant? Est-ce qu'il a des appareillages, par exemple des orthèses? Est-ce que pendant qu'il marche, aussi bizarrement, il n'arrive pas par exemple à poser son pied, il marche en se déboîtant la hanche, etc. Voilà, donc ça va être des critères en fait à prendre en compte dans le dossier médical du patient. Donc on pourra écrire tout ce que je vous ai dit et aussi donc le ressenti du patient pour savoir comment il se sentait en fait pendant qu'il marchait. Donc pour la performance de marche, on va avoir des tests. Donc par exemple, on va avoir le test des 10 mètres de marche. Donc on va vraiment calculer, enfin voir comment il marche pendant 10 mètres. On va aussi avoir test de 6 minutes de marche. Donc là, ce sera peut-être plus pour niveau endurance. On va avoir aussi tug, donc ça va être tout ce qui va être transfert assis, debout, tout ce qui sera changement de direction du patient, la main. Et enfin, on aura aussi donc toujours masse qui est beaucoup plus global et ce qui la rend en fait moins spécifique et moins fiable. Donc on va parler maintenant de la fonction du membre supérieur. Donc on a le test ARA qui va être composé donc d'un questionnaire sur les actions de vie quotidienne et qui va contenir donc 4 items. Il va y avoir saisir, tenir, pincer, qui vont être en fait des mouvements globaux. Ce score donc, va pouvoir être comparé vraiment tous les 3 mois. Ce qu'on a aussi, c'est masse, donc qui va pouvoir mesurer la fonction du membre sup. Avec donc 9 items au total, il y aura le numéro 6 donc, qui va évaluer donc, les fonctions du membre sup, le 7 qui va évaluer tout ce qui est mouvement de la main, et le 8 qui va évaluer les actions avancées de la main. Masse, il peut aussi donc mesurer tout ce qui est transfert, équilibre assis, marche et tonus G. Ensuite, on va avoir donc l'évaluation qualitative. Donc là, il ne faut pas confondre quantitative et qualitative. Quantitative, c'est plus tout ce qu'on peut en fait chiffrer, mesurer réellement, alors que qualitative, ça sera par exemple tout ce qui est écriture, préhension, réalisation des gestes principaux, des réalisations des principaux gestes, par exemple main, front, main, bouche, main, nez, etc. Des gestes écologiques, c'est-à-dire par exemple réussir à laver le membre qui est par exemple pathologique, et aussi donc utiliser sa main hémiplégique dans les actions de vie quotidienne, c'est-à-dire par exemple cuisiner, se faire à manger, se laver les dents, s'habiller, etc. Et ensuite aussi donc tout ce qui est gestes bimanuels.
Maintenant, donc, on va parler de l'état articulaire. Donc là, il y a 3 choses qui vont nous permettre en fait de voir l'état de notre articulation. Donc il y a l'incliniomètre, il y a aussi donc, le goniomètre. Ça va permettre vraiment de mesurer l'angle en fait de notre articulation. C'est-à-dire que par exemple, une articulation comme ça, on va pouvoir mesurer en fait l'angle, alors que si on n'arrive pas à plier, on aura un angle différent. Et ensuite, on a aussi le centimètre. Donc ça, c'est peu fait pour le patient hémiplégique parce qu'en fait, s'il est flasque, il aura en fait pas de perte d'amplitude. Donc ça aura pas vraiment un grand intérêt pour lui. Et s'il est spastique, il y aura une limitation en lien avec la spasticité, parce qu'on a dit tout à l'heure que en fait, c'était quand le membre il était excessivement un peu contracté. Maintenant, donc, on va parler de l'autonomie du patient dans les actions de vie quotidienne. Donc ça, en fait, ça va être super important pour autonomiser le patient et pour savoir, en fait, comment on va gérer son retour à domicile. Donc, tout ce qui est toilette, habillage et alimentation, ça va être vraiment essentiel pour le retour à domicile du patient. Et ensuite, on aura aussi donc tout ce qui est autonomie dans les déplacements, les escaliers et aussi l'autonomie vésico-sphinctérienne. Enfin, donc on va avoir une échelle de mesure du niveau du handicap d'un patient hémiplégique. Donc ça va être le ranking handicap scale et lui, il va mesurer en fait en 5 niveaux. Il existe aussi donc une échelle ranking modifiée qui elle sera plus précise. Et les patients de type AVC vont être évalués dans différentes stratégies et moments. Et ensuite, donc, on aura tout ce qui est échelle de mesure de l'état fonctionnel général du patient. Donc là, on a RMA, qui va donner, elle, donc, une vision d'ensemble du patient hémiplégique. Et ensuite, on a MIF, donc la mesure de l'indépendance fonctionnelle, qui va aider donc à la décision, qui va être donc dans les éléments du dossier, et un outil d'évaluation des possibilités du patient. Donc ça, c'est vraiment pour mesurer en fait l'état fonctionnel vraiment général, global du patient. Et enfin, donc, on aura donc les outils de mesure de l'autonomie. Donc là, on aura 3 choses. On aura l'index de Barthel qui va permettre de visualiser donc l'évolution. Elle met aussi en valeur donc tous les progrès accomplis donc dans l'autonomie. Elle permet aussi de se rendre compte donc de tout ce qui est amélioration. Ensuite, on a le Franchise Activity Index qui lui est un interrogatoire en fait sur la fréquence des activités quotidiennes des 6 aux 3 derniers mois donc du patient. Et enfin, on a donc 6 qui est composé de 16 questions. Donc là, 6, ça pense un peu à 16 puis il y a un 6 à l'intérieur. Enfin bref, c'est un petit mémo. Et en fait, là, ça va donc mesurer tout ce qui est la difficulté fonctionnelle durant les 2 dernières semaines. Elle permet en fait vraiment de faire une photographie et de savoir en fait toutes les informations sur le patient. Et en neuro, donc c'est vraiment dur de voir les progrès des patients. Mais donc la dernière partie, ça va être la sensibilité. Donc là, en fait, il va y avoir 3 tableaux à apprendre par cœur. Bon, je pense que ça sert pas à grand chose que je les lise parce qu'en fait, ça va être surtout à apprendre. Par contre, on n'a pas plus d'infos sur les tableaux, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que quand il y a écrit VL et VEL, en fait, ça veut dire voix extra-léniscale et voix léniscale. Parce qu'en fait, ça, c'est des choses que on ne savait pas tous, en fait, que j'ai découvert un peu après, donc je vous le dis. Voilà tout. Et ben bon courage pour apprendre tout ça. Et n'hésitez surtout pas donc à poser des questions après sur le forum et à s'entraîner donc sur les petits jeux que je vous mettrai. Voilà, bisous.